Bien choisir votre cible est votre job numéro 1 en tant que freelance et en tant qu'entrepreneur. Ce choix va déterminer énormément de choses dans la réussite ou non de votre activité. Et souvent, ce que j'observe, c'est que les freelances accordent finalement assez peu de réflexion à ce choix, se laissent porter par le vent en se disant qu'ils verront bien plus tard, ou pire encore, ils n'y accordent même pas une seule seconde d'attention. Évidemment, c'est dommage parce que c'est un choix qui est super important. Le choix de votre cible va déterminer la réussite de votre prospection, va déterminer la réussite de vos efforts business, de votre création de contenu et, in fine, de votre activité de freelance au global. Et la raison est simple, c'est infiniment plus simple de vendre à des entreprises qui ont besoin de ce que vous vendez et qui ont du budget pour vous payer. Et d'ailleurs, ce n'est pas uniquement une question de tarif. Donc oui, non seulement vous allez pouvoir vous vendre plus cher si vous choisissez la bonne cible, mais vous allez aussi réaliser que quand on vend des prestations plus chères, c'est généralement des prestations qui sont de meilleure qualité, qui sont plus intéressantes, qui sont plus stimulantes pour vous, qui sont plus exigeantes, mais c'est ce qui fait que c'est super intéressant. Et à l'inverse, les prestations mal payées, un peu cheap, c'est souvent des prestations très bas de gamme, qui sont répétitives, qui sont ennuyeuses et qui n'apportent aucune stimulation intellectuelle. Dans cette vidéo, on va imaginer que je vends des services de copywriting assez larges. Je peux intervenir sur du blog, je peux faire de la newsletter ou encore je peux faire du LinkedIn. Et donc je vais classer les meilleurs et les pires prospects à démarcher, donc dans cette optique de vendre mes services de copywriter en suivant le fameux modèle de la tier list. Donc je me suis recréé une petite tier list maison juste ici. Évidemment, ça n'a rien d'absolu, ça n'a rien de scientifique. On pourrait affiner, on pourrait creuser chaque type de prospect en fonction des différents secteurs. Mais ce que je veux vous transmettre, c'est plutôt des manières de réfléchir, des manières d'aborder cette question qui se basent sur mon expérience personnelle et l'expérience de ce que je vois auprès des freelances que j'accompagne. Si jamais vous avez d'autres types d'entreprises en tête, d'autres types de prospects que vous pourriez démarcher dont je ne parle pas dans la vidéo, mettez-moi-les en commentaire et je vous dirai en réponse où est-ce que je les classerai dans mon tableau. Donc le contexte, ce sont des entreprises que vous pourriez démarcher pour vendre vos services de copywriter et on part du principe que vous voulez trouver des bonnes missions. Si vous vous lancez, si vous êtes au démarrage de votre activité en freelance, ça peut être OK de bosser avec des mauvais prospects ou des mauvais clients parce qu'il faut se faire la main. Mais là, on part du principe que vous voulez trouver des bons clients et donc je vais essayer de vous montrer comment est-ce qu'on peut réfléchir à ça. Déjà, je vous présente les catégories que j'ai identifiées. Il y en a 4. Catégorie numéro 1, c'est la meilleure, c'est gros potentiel. C'est-à-dire que si vous démarchez ces boîtes-là, c'est à mon sens les boîtes qui sont pour vous les meilleurs prospects potentiels pour aller vendre vos services. Catégorie numéro 2, ça se tente, c'est-à-dire que c'est intéressant. Il y a des chances que ça peut fonctionner. Catégorie numéro 3, sur un malentendu, ça passe. Là, c'est des prospects qui peuvent fonctionner mais qui ne sont pas forcément idéaux, qui n'ont pas forcément les meilleurs critères pour vous. Et catégorie numéro 4, gros bourbier. Ça ne veut pas dire que c'est impossible de vendre une mission à ces prospects-là, mais ça veut dire que là, vous vous mettez des bâtons dans les roues. Ce n'est pas du tout les meilleurs prospects à choisir pour aller vendre vos prestations. Abordons maintenant les critères que je vais utiliser pour classer les prospects. Ils sont au nombre de 4. On pourrait en rajouter d'autres évidemment, mais j'essaie de rester assez simple et facilement compréhensible pour cette vidéo. Le critère numéro 1 que j'ai mis, c'est le potentiel de budget. Pour moi, c'est la première question que je vais me poser, c'est est-ce que ces prospects vont avoir du budget pour potentiellement payer mes prestations et bien me payer. Critère numéro 2, est-ce que ces prospects ont besoin de ce que je propose? Donc, est-ce qu'ils ont besoin de copywriting? Est-ce qu'ils ont besoin de créer du contenu sur Internet? Critère numéro 3, à quel point est-ce qu'ils sont matures au niveau de leur marketing, au niveau au moins de leur réflexion marketing? Donc, si je leur parle par exemple de ghostwriting LinkedIn, est-ce que ça fait tilt? Si je leur parle de newsletter, est-ce qu'ils voient l'intérêt ou pas? Ça, c'est un critère qui est super important. Et critère numéro 4, à quel point est-ce que ces prospects sont faciles d'accès? Je vous rappelle, le but, c'est d'aller les démarcher, d'aller leur envoyer des mails de prospection. Et donc, à quel point est-ce que je peux réellement trouver la bonne personne, trouver le bon contact pour aller discuter avec eux? Donc ça, c'est les 4 types de critères que je vais utiliser pour classer les prospects, en sachant que parfois, je vais peut-être rajouter des petits éléments en plus. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est jouer avec moi en même temps que cette vidéo. Et donc, quand je vais prendre un type de prospect, essayez de vous demander où est-ce que vous l'auriez classé. Donc, allons-y tout de suite avec le premier prospect. Donc, j'ai mis Startup qui vient de faire une série A, à minima une série A. Donc, juste pour info, une série A, ça veut dire qu'elle vient de faire à minima, elle a au moins fait une première levée de fonds. Et quand on parle de levée de fonds, c'est souvent, allez, à minima, quelques centaines de milliers d'euros. Et c'est souvent quelques millions d'euros,
typiquement les séries A en France d'une startup, ça peut être par exemple 2, 3, 4, 5 millions d'euros qui vont lui permettre de se développer. Moi, je mets ce type de prospect dans gros potentiel. Pourquoi? Plusieurs signaux, si on reprend les critères. Potentiel de budget évident parce que levée de fonds, donc ils ont de l'argent. Qui dit levée de fonds dit également entreprise en croissance, entreprise qui est en train de se développer. Donc qui dit croissance dit qu'ils vont vouloir trouver des clients, ils vont investir sur leur marketing, ils vont investir sur leur communication. Parfait pour moi qui veux vendre du copywriting. Startup dit souvent, c'est des boîtes qui sont assez jeunes, c'est des boîtes qui comprennent le marketing, qui comprennent la vente. Et donc quand je vais parler de newsletter, de LinkedIn, ça va leur parler. Et c'est globalement également assez facile d'approche puisque c'est des gens qui vont vouloir être visibles, être présents pour se faire connaître. Et donc je vais pouvoir facilement identifier qui est la bonne personne que je peux contacter. Donc pour moi, c'est un super prospect à démarcher. Donc je l'ai mis en gros potentiel. Prospect numéro 2, association/ONG. Alors je sais que ça peut regrouper beaucoup de réalités très différentes et qu'il y a plein d'assauts différents, de tailles différentes. Je l'ai mis globalement dans sur un malentendu, ça peut passer. Pourquoi? Pour moi, le point principal avec ce type d'acteur, c'est que les assos, les ONG n'ont pas un enjeu vital de se développer, de croître et de trouver des clients. Vous, en tant que copywriter, en tant que marketeur, votre mission, c'est d'aider, in fine, si on va à la base de ce que vous faites, votre rôle, c'est d'aider vos clients à trouver plus de clients et faire plus de chiffre d'affaires. Les assos et les ONG n'ont pas cet objectif vital de faire des clients et de faire du chiffre d'affaires. Donc, est-ce qu'elles ont besoin de ce que je propose? Critère numéro 2, pas vraiment. Malgré tout, elles ont besoin d'être visibles. Et elles ont besoin de toucher des gens. Ça peut être des donateurs, ça peut être rendre visible leur mission. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans gros bourbier. Mais pour moi, ce n'est pas un type de prospect facile parce que donc voilà, il n'y a pas forcément besoin de ce que vous proposez. Pas forcément non plus du coup de potentiel de budget, ça peut dépendre encore une fois, mais pas idéal. Critère numéro 3, l'infopreneur bien installé. Donc là, c'est par exemple quelqu'un qui vend des formations, vend du coaching en ligne. Ça peut être moi par exemple. On va imaginer un prospect qui fait au moins 6 chiffres annuels, parce qu'après je mets la version moins de 6 chiffres. 6 chiffres annuels, donc qui a un truc qui tourne, qui a une cible, qui a une thématique bien identifiée. Je le mets dans ça se tente. Ça se tente, donc c'est plutôt un bon type de prospect. Ce qui est positif, c'est que vous allez facilement pouvoir approcher cette personne-là. Cette personne-là, certainement, si elle tourne bien, c'est qu'elle fait déjà du marketing, donc elle a une très bonne maturité, elle a besoin de ce que vous proposez. Le seul truc qui peut coincer, c'est que c'est des gens qui sont quand même pas mal sollicités. Et surtout, c'est pas non plus du budget énorme. C'est des gens qui vont être quand même assez proches de leur budget marketing et qui vont avoir un vrai souci de ROI des actions qu'ils mettent en place. Et donc, ils vont s'interroger sur est-ce que la presta que tu me proposes, elle va vraiment me garantir un retour sur investissement? Ça peut, évidemment, mais du coup, ça rajoute de la pression et ça rajoute une complexité sur la vente. Voilà. Prospect numéro 4, là j'ai mis une startup étrangère qui veut s'implanter en France. Donc on va imaginer qu'il y a une startup, ça peut être une boîte américaine, ça peut être une boîte européenne qui se dit bah tiens, nous on aimerait bien cibler le marché français et donc vous allez la démarcher pour l'aider à créer du contenu en France. Je l'ai mis dans ça se tente. Globalement, je ne l'ai pas mis dans gros potentiel à la différence de série A. Donc pour moi, si la boîte veut s'implanter en France, c'est que elle a déjà un business qui fonctionne, elle a déjà un produit qui marche, elle fait déjà du marketing, donc tous les éléments positifs, elle a du budget. Par contre, ce qui est compliqué pour vous, donc je vous rappelle le contexte de la vidéo, c'est il faut que je trouve des prospects que j'aille démarcher avec la prospection pour vendre mes services. Et du coup, c'est pas comment est-ce qu'on peut savoir qu'une boîte veut s'implanter en France? Alors soit vous allez tomber sur des annonces officiel et auquel cas ça vous donne une info et auquel cas bingo, soit c'est compliqué parce que vous n'avez pas l'info publiquement, parce que vous n'allez pas pouvoir facilement trier ces boîtes là, vous n'allez pas pouvoir facilement les identifier. Et donc il y a un vrai enjeu de comment est-ce que j'identifie que cette boîte veut venir en France. Et puis également il y a aussi un enjeu d'aller trouver le bon contact et d'être facile d'approche. Est-ce que c'est la maison mère dans le pays qui va piloter l'expansion en France? Pas évident. Ou est-ce qu'ils mettent quelqu'un sur place? Au début, voilà, pas évident à trouver.
Le prospect suivant, c'est l'influenceur qui a une grosse audience. Donc là, essayez de réfléchir où est-ce que je vais le mettre. Moi, je vais le mettre dans Gros Bourbier. Je vais le mettre dans Gros Bourbier. Alors, on pourrait se dire que c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui connaît le contenu, c'est quelqu'un qui fait du contenu, c'est quelqu'un qui va potentiellement avoir du budget. Oui, mais il y a deux points qui me questionnent beaucoup. C'est à quel point vous allez pouvoir facilement approcher cette personne-là. C'est des gens pareils qui sont très sollicités et donc compliqué de pouvoir les démarcher. Et puis globalement, est-ce qu'ils ont besoin de ce que vous proposez? Oui. En fait, ça va vraiment dépendre. Est-ce que c'est des influenceurs qui ont uniquement la vision de leur contenu à eux et de leur audience, ou est-ce que c'est des gens qui ont aussi un sens business? C'est pas évident à identifier. Donc je trouve que c'est bourbier parce que, et c'est d'autant plus bourbier parce que sur le papier, ça a l'air d'être une bonne cible. On se dit, bah oui, ils ont du budget, etc. Mais je pense que c'est compliqué de les contacter et c'est compliqué de les choper en call en fait. Donc ça me paraît. Je suis peut-être un petit peu dur, je vais les mettre en. Bon, pour moi, ils sont à cheval entre surentendu, ça peut passer. Du coup, je vais le mettre en premier de Gros Bourbier. Ensuite, prospect suivant, le commerce local. Donc là, on va imaginer que dans votre ville, vous allez démarcher. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être un restaurant, ça peut être un café, ça peut être une agence locale, une petite boutique implantée. Ça peut être une bonne idée parce qu'on peut se dire, bah tiens, je vais les aider à être en ligne, à avoir une présence en ligne. Moi, je trouve que c'est Gros Bourbier parce que souvent, il n'y a pas de budget. C'est compliqué d'avoir une boutique physique, hein, surtout aujourd'hui, il y a beaucoup de charges, donc ils dégagent pas une énorme marge. Ils n'ont pas forcément besoin de ce que je propose. Je pense qu'ils ont déjà beaucoup à faire avec leur boutique, ramener des gens, être bons sur l'approvisionnement à leurs produits. Maturité marketing, pareil, ça me paraît compliqué. C'est pas forcément des gens qui vont être au fait de LinkedIn, de newsletter. Encore une fois, je dis pas que ça marche pas. Je dis juste que ça me paraît compliqué. Ce genre de prospect, ça va plutôt être pour de la pub ou alors peut-être de la vidéo éventuellement, mais pour aller faire du contenu écrit, du copywriting, complicado. Les acteurs publics. Là, pareil, il peut y avoir beaucoup de choses. Il y a plein de types d'acteurs publics, des gros, des très petits, voilà. Globalement, je mets que sur un malentendu, ça peut passer. Mes réflexions sont un peu les mêmes que pour les assos et les ONG. Il peut y avoir du budget, mais il n'y a pas un enjeu vital de trouver des clients. Pour moi, c'est vraiment ça, hein. Plus la boîte elle a un enjeu vital de trouver des clients rapidement, plus elle va être prête à investir dans le marketing. C'est logique en fait, hein. Vous résolvez un problème qui est douloureux pour cette boîte-là. Donc pas d'enjeu vital. Le budget, ça peut être variable. À quel point est-ce que vous allez pouvoir les approcher? Pareil, pas forcément évident. Donc je la classe dans cette catégorie-là. Ensuite, grand groupe étranger avec une filiale française. Donc là, c'est un peu similaire à la startup qui veut s'implanter en France. Sauf que ça me paraît, je l'ai mis dans Bourbier, je vais la mettre ici. Ça me paraît un peu moins Bourbier que le commerce, mais ça reste quand même très Bourbier. Pourquoi? Parce que je ne sais pas qui est l'interlocuteur. Est-ce qu'ils ont réellement besoin? Est-ce qu'ils ont un besoin vital de trouver des clients? Peut-être, mais c'est pas évident. Ça va être des process de vente qui sont longs. C'est souvent des acteurs qui bossent déjà avec des agences. Donc ils ont déjà quelqu'un en place qui gère leur communication. Ça peut marcher, mais c'est pas évident. Ensuite, acteur suivant, le logiciel B2B à l'ancienne. Donc là, c'est par exemple, je pourrais vous citer des noms, mais des entreprises qui sont là depuis 10 ans, 20 ans, qui font du logiciel, des outils qu'on ne connaît pas forcément, mais qui vont plutôt vendre en B2B à d'autres boîtes. Ça, pour moi, je le mets en gros potentiel. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs raisons. Besoin de trouver des clients, évidemment. Budget, je pense. Souvent, en fait, pourquoi est-ce que les outils très numériques, très tech sont des prospects intéressants pour vous? Parce que c'est des produits qui génèrent de la marge. C'est des services qui ont de la marge. Parce que en fait, c'est un logiciel, donc ils n'ont pas forcément de coûts de produits, de matières premières. Et donc, cette marge, ils peuvent se permettre de l'investir dans du marketing et dans de la communication.
Logiciel B2B aussi à l'ancienne. Pourquoi j'aime bien? Parce que qui dit logiciel dit une boîte qui est quand même plutôt numérique, qui est plutôt digitale, et quand vous allez leur parler de communication, de marketing, ça va leur parler. Je pense qu'ils n'auront pas grand chose en place, et du coup pour vous c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a des chantiers à mettre en place. Si c'est une grosse boîte, ça peut complexifier l'approche parce qu'il y a peut-être plein de services différents, plein de gens et vous ne savez pas qui contacter, mais ça me paraît intéressant. Petite pause dans la tier list pour vous parler d'un fichier que je vous mets à disposition dans la description de la vidéo. C'est un PDF qui est très simple sur lequel je liste 8 critères à observer chez un prospect pour savoir s'il a du budget pour vous payer. Donc je me concentre vraiment sur est-ce que je peux essayer de savoir en observant mon prospect à quel point il va avoir du budget pour me payer. Donc ça, je vous donne les 8 critères. Je vous les classe également par ordre de précision et de fiabilité sur le budget potentiel. C'est gratuit, c'est en description, donc c'est le premier lien qui est en description. On reprend. Donc le prospect suivant, c'est une PME qui est bien implantée. Donc une PME en France, c'est quelques centaines de salariés. Ça peut être une boîte industrielle, une boîte qui est basée typiquement dans une région en France, je sais pas, dans l'Aquitaine, peu importe, en Bretagne. Et qui ne fait globalement pas de marketing. Je vous la mets dans sûrement entendu, ça peut passer. Les critères que j'aime bien, c'est que je pense qu'il y a du budget. Quand on a une centaine de salariés, c'est qu'il y a du budget, c'est qu'on fait du chiffre d'affaires. Je pense qu'elles auraient besoin de ce que vous proposez parce qu'il y a un besoin de trouver des clients, donc il y a un besoin vital de trouver des clients. Je pense que vous n'aurez pas forcément beaucoup de mal à les approcher. Donc ça, c'est OK. Par contre, ce qui me questionne et ce qui me les fait mettre dans cette catégorie et pas plus haut, c'est que je m'interroge sur leur maturité marketing. Je m'interroge sur le fait que quand vous allez les voir en leur parlant de newsletter, de LinkedIn, même de blog, est-ce qu'elles vont comprendre? Est-ce qu'elles vont vraiment voir l'intérêt pour elles? Ça peut. Donc c'est pour ça que, encore une fois, si je réorganise un tout petit peu la catégorie, je vais peut-être les mettre en premier de la catégorie sûrement entendu ça passe, mais voilà, c'est pas forcément les acteurs les plus évidents. Acteur suivant, les médias. Intéressant ça. Vous ciblez un média, donc ça peut être soit un média très connu, du type Le Point, l'Express, Le Figaro, enfin bref, tous les médias possibles, Le Parisien, bref, il y en a plein. Donc il y a des très gros et des plus petits, des médias plutôt indépendants. Donc ce qui est bien, c'est que tout de suite, ils vont comprendre l'intérêt du contenu. Ils vont comprendre ce qu'est un copywriter, ils vont comprendre l'intérêt de faire du blog, de la newsletter, du LinkedIn. Donc ça, c'est très positif. Ils vont avoir une bonne maturité marketing. Ils vont avoir besoin de gens qui alimentent le contenu. Vous allez globalement pouvoir les approcher parce que c'est des gens qui sont en ligne. Le point qui me questionne, c'est souvent sur le budget. Et non seulement ça me questionne, mais ça me fait un petit peu peur parce que souvent, les médias vont faire appel à des pigistes et à des journalistes. Et c'est des gens qui sont souvent assez mal payés. Ils sont payés à la pige et donc c'est pas très bien rémunéré et c'est pas vraiment du copywriting. Encore une fois, ça pourrait marcher. Je dis pas que ça marche pas, je dis pas que c'est impossible, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Ensuite, infopreneur qui fait moins de 6 chiffres annuels. Donc là, je vous ai mis la version bien installée dans SaaStante. La version petit infopreneur qui a malgré tout un début de succès. Moi, ça me paraît être un gros bourbier pour 2 raisons. Alors, vous pouvez bosser avec eux. C'est peut-être même plutôt ici en réalité, mais pourquoi je le mets ici? Parce qu'il n'y aura globalement pas de budget. Parce que vous allez être une grosse charge sur les épaules de cet infopreneur. Encore une fois, vous vendez du copywriting, donc du copywriting, ça se vend quelques centaines, quelques milliers d'euros par mois. Ne serait-ce que vendre une prestation 1 000 euros par mois à un infopreneur, pour lui, c'est 12 000 euros à l'année. Enfin, voilà, on se rend compte qu'économiquement, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que je le mets dans le gros bourbier. Et je vois trop de freelances qui veulent cibler les petits infopreneurs. Et par infopreneur, on pourrait mettre aussi les thérapeutes, tout ce qui est coach, tout ce qui est accompagnateur, consultant, etc. Ça me paraît très compliqué pour la question du budget. Tout le reste est plutôt ouvert. Ils ont besoin de ce que vous proposez, ils ont besoin de trouver des clients, ils ont un besoin vital de trouver des clients. Ils sont globalement assez matures sur ce qu'ils peuvent faire en marketing.
Vous allez pouvoir très facilement leur parler, puisque voilà, ils ont des profils assez similaires aux vôtres. Mais ce qui coince, c'est vraiment le budget. Et donc, sur un malentendu, pourquoi pas, on pourrait le mettre ici, mais ça me paraît compliqué également. Acteur suivant, une TPE bien implantée qui essaye de faire du marketing. Donc là, c'est la version miniature de la PME, sauf que cette fois, celle-ci, elle fait du marketing, donc ça peut être une boîte locale. Quand je dis TPE, c'est 5, 10 salariés. Voilà, c'est une assez petite boîte, quoique ça peut être un peu plus élevé, qui a un produit par exemple industriel, qui est implanté au niveau local. Moi, je le mets dans gros potentiel, parce que pour moi, une boîte qui a un besoin vital de trouver des clients, qui essaye de faire du marketing, c'est-à-dire qu'elle essaye vaguement d'avoir un blog, elle essaye vaguement d'être sur LinkedIn, pour moi, c'est des signaux super positifs de ils sont matchés en marketing, ils essayent de faire des trucs, on va pouvoir les approcher parce que ce n'est pas des énormes boîtes et donc je vais facilement pouvoir identifier quel est le bon interlocuteur. Le petit point, ça pourrait être le budget, mais vu qu'ils essayent de le faire, ça veut dire qu'ils mettent des ressources en face et donc pas mal de critères au vert là-dessus, pas mal d'éléments au vert, pas mal de... les feux, les voyants sont au vert. Agence marketing. Agence marketing. Donc là, c'est un prospect qui est un peu... c'est un type de boîte qui est un peu compliqué parce qu'il y a vraiment de tout. Il y a vraiment à boire et à manger. Il y a des super agences qui font très bien leur boulot et il y a des agences qui font mal leur job et qui payent très mal les freelances. Malgré tout, je l'ai mis dans ça se tente. Ce qui me manque pour mettre dans gros potentiel, en fait, ce qui est compliqué, c'est que de l'extérieur, vous ne pourrez pas voir si elles ont besoin de vous. Vous ne pourrez pas repérer des signaux de « Ah tiens, cette boîte, je vois qu'il y a un intérêt sur LinkedIn ». Ça pourrait, mais en fait, souvent, ce que font les agences, c'est que les agences, elles vont vendre des prestations à leurs clients et les prestations, elles vont les déléguer soit à leur équipe en interne, soit à des freelances en externe. Et elles vont prendre une marge, par exemple, si elles bossent avec des freelances. Et donc, ça peut être bien parce que du coup, il y a un flux régulier de missions. Ça peut être un super rapport d'affaires pour vous. Mais malgré tout, c'est dur de savoir de l'extérieur si cette agence, elle cherche des freelances pour compléter ses équipes et ses prestataires ou pas. Mais ça se tente très bien. C'est même une bonne piste de mission que vous pouvez essayer avec le point de vigilance qu'il y en a vraiment des bonnes et des pas bonnes du tout. Il y en a qui bossent bien avec les freelances. Il y en a qui ne respectent pas leurs freelances. Donc, c'est un peu pile ou face là-dessus. Entreprise digitalisée qui a entre 10 et 50 salariés. Donc là, la différence avec la TPE, c'est que la TPE, on va dire que c'était plutôt une boîte un peu traditionnelle, typiquement industrielle. Là, c'est une boîte un peu plus digitalisée, donc qui vend soit un service, soit un produit en ligne, soit un e-commerce par exemple, qui a entre 10 et 50 salariés. Je la mets dans un gros potentiel. Pourquoi ? Parce que déjà, il faut bien avoir en tête que le nombre de salariés, une boîte qui a des salariés, c'est une boîte qui fait du chiffre d'affaires. Une boîte qui fait du chiffre d'affaires, ça veut dire qu'elle a un produit qui tourne, qu'elle répond à un besoin et qu'elle va avoir un budget marketing. Vous pouvez... un ordre de grandeur que vous pouvez avoir en tête, c'est que plus l'entreprise fait du chiffre d'affaires et plus elle va avoir un budget marketing potentiellement important. Donc c'est pour ça que je la mets là-dedans. Les boîtes digitalisées vont globalement avoir une très bonne maturité marketing. Donc ça, j'aime bien. Elles vont avoir besoin de ce que vous vendez puisqu'elles ont besoin de trouver des clients et vous allez facilement pouvoir les approcher. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un super type d'entreprise. Donc là-dessus, ça peut englober plein de types de boîtes différentes, des consulting, enfin des boîtes de consulting, des boîtes de formation, des boîtes qui font des produits, qui vendent des services, du e-commerce. Voilà, il y a plein de choses très différentes. Avant-dernier type de prospect, ça c'est la startup qui est en phase de création de produit. Donc typiquement, elle est en phase de R&D, donc elle a une idée de produit, elle a peut-être eu un premier financement pour financer la R&D, et elle est en phase de création du produit avant le lancement officiel et la commercialisation. Je le mets dans sûrement entendu, ça passe. Pourquoi est-ce que je ne la mets pas dans gros bourbier ? Les signaux que j'aime pas, c'est que ne génère pas encore d'argent, n'a pas encore de clients, ne fait pas encore de marketing. Donc ça, j'aime pas et ça me pousse à les mettre plutôt en bas. Ce que j'aime bien malgré tout, et pourquoi est-ce que je les mets ici, c'est que vous pouvez tomber sur un fondateur qui a tout de suite la vision de se dire « Tiens, il faut que je fasse du marketing avant de vendre, il faut que je me fasse connaître avant de commencer à vendre. » C'est la bonne pratique. La mauvaise pratique, c'est de passer 2 ans dans sa cave à faire son produit. Et une fois qu'il est prêt, se dire «
Ah bah tiens, maintenant en fait, il faut que je le vende. Et là, du coup, ça prend du temps de vendre et c'est un gros travail. La bonne pratique, plutôt, c'est de se dire, je vais passer 2 ans à faire mon produit et en même temps, je vais faire des teasings constants, je vais faire des préventes, je vais créer de l'excitation, je vais créer de l'attente autour de mon produit et je vais essayer de le vendre le plus vite possible. Donc c'est pour ça que, théoriquement, ces acteurs-là, ils ont besoin de vous. Ils ont besoin d'être visibles, ils ont besoin d'avoir un blog, ils ont besoin d'être sur LinkedIn, de créer une newsletter. Mais les entreprises qui ont la vision de ça, qui sont conscients de ça et qui vont le prioriser dès le départ, qui vont en être conscients, c'est pas la majorité. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie-là. Et la dernière, qui est l'e-commerce B2C, je vais les mettre. Alors, je l'avais mis à la base dans Surinventu, ça passe. Je vais le mettre tout en haut de cette catégorie. Pourquoi? Parce que souvent, non, je vais plutôt le mettre dans SaaS Tente. Pourquoi est-ce que je le mets ici et pas plus haut? Parce que souvent, c'est des boîtes qui dit B2C. C'est souvent des boîtes qui vont communiquer de manière un peu différente, qui vont faire beaucoup de vidéos, qui vont faire beaucoup de publicité ou des actions un peu différentes et qui vont pas forcément faire du blog, quoique. Mais en tout cas, ça se tente. Ce que j'aime bien dans la cible e-commerce B2C, c'est que c'est des acteurs qui ont un besoin vital de trouver des clients, qui comprennent le marketing, qui comprennent ce que vous vendez. Et donc ça, c'est super positif. Le côté B2C voilà, fait que j'ai une petite réserve sur des prestations d'écriture. De plus en plus, ils vont faire de la vidéo, mais faire de la newsletter, faire des séquences email, même être présent sur LinkedIn, on a plein d'exemples avec Respire, Feed, il y a plein d'acteurs qui font du B2C. Donc en fait, je le mets plutôt dans SaaS Tente et on peut même le mettre assez haut dans SaaS Tente après réflexion et en parlant à la caméra en vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, donné des idées. Encore une fois, je le répète pour la millième fois, mais ce n'est absolument pas scientifique. C'est mon ressenti par rapport à ce que moi j'observe sur le terrain. Peut-être que vous aurez un point de vue différent et auquel cas c'est génial. S'il y a d'autres types d'entreprises dont je n'ai pas parlé, mettez-les-moi en commentaire et je vous dirai où est-ce que je les classe. Et encore une fois, je le redis, c'est pas parce que vous allez démarcher une boîte gros potentiel que ça va marcher. Et c'est pas parce que il y a un type d'acteur que j'ai mis dans le gros bourbier que ça ne pourrait pas marcher. Encore une fois, c'est plutôt, voyez ça comme une idée générale de à quel point est-ce que c'est facile pour moi d'aller bosser avec ces acteurs-là et d'aller les démarcher. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, mettez-moi un petit like, un petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne. Je prévois d'en faire d'autres comme celle-ci. À bientôt.